Merci d'avoir choisi Malaika Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse, de décryptage de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous le savez, la RDC, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, les élections pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale. On a vu déjà l'opposition y aller à l'ordre dispersé avec, pour le seul poste retenu pour l'opposition, avec 2 candidatures. Au niveau de la majorité de l'Union sacrée, nous avons aussi vu qu'au niveau de dépôt de candidature, il y a eu plusieurs candidatures. Moussa Niamou ici, le président sortant Mbosso. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ce soit au niveau de la majorité, au niveau de l'opposition, notamment au niveau de la majorité, est-ce que cette majorité est-elle fissurée en ce jour, combien même on a bien sûr recalé certaines candidatures au niveau du bureau définitif de l'Assemblée nationale. En deuxième partie de l'émission, nous allons revenir sur ce qui s'est passé à l'est de la RDC avec les bombardements des camps de déplacés par le Rwanda via ce supplétif du M23, bombardement qui a causé 35 morts dans le camp de Mugunga. Quelle devrait être la réponse de la RDC? Doit-on continuer comme ça avec la diplomatie ou doit-on changer de stratégie pour aller carrément en guerre? Alors nous allons essayer aussi d'en savoir plus, de comprendre un tout petit peu la démarche des autorités congolaises. Et enfin, nous allons parler de la révision constitutionnelle. Vous le savez, ça fait déjà à la une. Il y a même Martin Fayulu Madidi et quelques groupes de mouvements citoyens qui ont lancé la campagne « Touche pas à ma constitution ». Qu'en est-il exactement? Est-ce que le président actuel, Félix Tshisekedi, veut se terniser au pouvoir? Nous allons parler de tout ça dans Politique à la carte ce soir. Et pour en parler, vous le savez, je reçois la majorité au pouvoir ainsi que l'opposition. Ici, la majorité, l'Union sacrée, représentée par Aaron Boukassa, qui est donc cadre de l'Union sacrée. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation. Je profite de cette occasion pour saluer l'ensemble du peuple congolais qui est en train de nous suivre en ce net moment. En face de vous, Denis Belessi, l'opposition SID de Martin Fayulu Madidi. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir, mes détresses également aux réfugiés congolais, ou réfugiés qui sont réfugiés dans leur propre État. Dans l'est de la RDC. Voilà, on va en parler de tout ça sans plus tarder. On débute avec ces élections au niveau du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Alors, je commence avec vous, Aaron Boukassa. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'Union sacrée est fissurée? Il y a quand même des animosités au sein des hauts cadres du présidium, même on peut dire, de l'Union sacrée. Il n'y a pas une division qui s'annonce ou soit qui sévit au sein de l'Union sacrée, sauf qu'il y a juste les dissensions, c'est-à-dire ces dissentements de voir les choses différemment, parce que vous savez que c'est bien sûr au niveau de l'Assemblée nationale où il doit y avoir ce partage des gâteaux, c'est-à-dire en termes de postes. Chacun a sa façon de voir les choses et donc nous voyons les fils et filles de la maison Union sacrée en train de vouloir occuper un tel ou un tel autre poste au perchoir de l'Assemblée nationale. Ça c'est tout à fait normal parce que chacun veut montrer que non, voilà, c'est moi qui dois occuper ce poste, tel autre, non, c'est moi. Mais au niveau même de l'Union sacrée, il n'y a pas la division. Pour preuve, vous les avez vus hier lorsqu'ils ont été convoqués par le président de la République. Donc, tout le monde de l'Union sacrée, tous les cadres, les députés
de l'Union sacrée ont répondu présent, c'est-à-dire il n'y a pas une division au sein de l'Union sacrée. Sauf qu'il y a justement cette divergence de voir les choses en rapport avec tel ou tel autre poste au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, et aussi certaines remarques du président de la République qui doivent être prises en compte en rapport avec la représentativité de la femme et de la province orientale, de l'ancienne province orientale. Donc, ces frustrations, si on peut les appeler comme ça, ne sont pas là les débuts, la genèse des dissensions? Est-ce qu'on va avoir un gouvernement ou une majorité où il y a des frustrés? Et là c'est dangereux. Il faut s'y attendre, monsieur le journaliste. Les frustrés, il y en aura toujours, parce qu'on ne saura pas satisfaire tout le monde. Il n'y a pas de poste, il n'y a pas de place pour tout le monde. Exactement, les frustrés seront là, mais ce que nous sommes en train de demander au peuple congolais, surtout aux acteurs et leaders politiques, c'est de chercher à privilégier l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de ses propres intérêts égoïstes. Donc, lorsque nous, acteurs politiques, leaders politiques, nous mettons en place, nous privilégions cet intérêt supérieur de la nation, je crois que les autres intérêts doivent carrément disparaître. Parler de frustration, certainement, il faut s'y attendre, il y aura des frustrations. Et aussi, nous devons beaucoup plus interpeller notre classe politique, que ce soit du côté de l'opposition comme du côté de la majorité au pouvoir. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, une fois déjà servies, mais ils ne peuvent que laisser peut-être la place aux autres. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a certains individus qui sont en train juste d'essayer de bloquer la machine à cause de leurs appétits gloutons. Ça ne peut pas passer du tout, monsieur le journaliste. Les gens qui ont travaillé avec Mobutu, ils ont travaillé avec Laurent Désiré Kabila, ils vont travailler avec Joseph Kabila, ils ont travaillé avec Félix Tshisekedi dans son premier mandat. Mais quand même, ça suffit. Donc, il faut laisser la place à d'autres personnes. Il y a des ressources, il y a des compétences partout. Donc, le peuple congolais, aujourd'hui, est en train de souffrir à cause de cet égoïsme qui se trouve dans les chefs de certains acteurs politiques, des leaders politiques, qui ne veulent pas céder la place à d'autres compétences. Très bien. On va revenir sur cette question-là. De mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout pour décanter la situation. Denis Bédessi, votre lecture, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'Union sacrée, ça y est, c'est parti, fissuré? Ce qui m'étonne, c'est Félix Tshisekedi avait distingué aux élections présidentielles avec 72 ou 73%. Et on ne parvient pas à restructurer cette union sacrée. Vous pouvez vous imaginer, pour le moment, nous avons 2 premiers ministres qui sont en exercice et en cumul de fonctions. Samalou Konde est sénateur, aussi premier ministre. Madame Judith Souminoa est ministre du plan et aussi premier ministre. Non, mais elle n'est pas encore investie. On les paye. On les paye déjà. Et dans un pays dont l'Union sacrée, à elle seule, sur 500 députés, l'Union sacrée a 475 députés. Sur 108 sénateurs, l'Union sacrée a 105 sénateurs. Sur 26 gouverneurs des provinces, l'Union sacrée a 26 gouverneurs. Sur 900 conseillers municipaux, l'Union sacrée a 770 conseillers. Ce sont des prouesses qu'il faut féliciter. Donc, bon, comment l'Union sacrée aujourd'hui peut être bloquée? Puisque du temps de Kabila, on disait que c'est Kabila qui bloquait. C'est FCC qui bloque. FCC qui bloque. Mais aujourd'hui, nous voyons que l'Union sacrée est en train de bloquer le pays totalement. Et vous pouvez vous imaginer, pendant cette période que l'Union sacrée est bloquée, le président de la République a fait 27 voyages à l'étranger, 0 voyage à l'intérieur du pays. C'est vraiment déplorable. Lorsqu'on dit, puisque cette union sacrée, comme M. Aron venait de dire là, il y a des caciques. Des Kabila, il y a d'abord les Mobutistes qui sont là-bas, qui ont une autre conception politique, ils sont éveillés d'esprit. Ils sont là pour l'argent. Et pour acclamer, ce sont des véritables dialolistes du temps de Mobutu. Les gens qui ont mené même Fatih Béton. Le slogan là, ce sont les Mobutistes qui ont amené ça pour affaiblir Fatih stratégiquement. Et il y a le groupe des Kabylistes qui se sentent comme frustrés
mais ils sont dans les majors. Et on voit les gens de l'UDPS qui sont sans position. C'est pourquoi l'histoire ne marche pas. Le gouvernement ne sort pas. On ne sait pas c'est quoi au GIS. Le Parlement, depuis qu'on attendait, toujours des discussions entre individus. Et le président lui-même ne prend pas une position catégorique et à bien faire pour que le pays marche. Puis c'est le mandat, ce n'est pas le mandat de tous ces gens-là, le mandat, c'est le mandat du chef de l'État. C'est quoi la solution dans ces circonstances-là? Mais la seule solution est constitutionnelle. On devait organiser les élections, laisser la liberté à chacun de postuler, qu'on organise. Et d'ailleurs, ils sont majoritaires. On peut aller quand on part dans les primaires, si vous avez d'adversaires. Mais les adversaires peuvent se créer autour d'une même famille. Celui qui va passer, c'est toujours union sacrée. À quoi est bon de désigner, comme Vital a dit que moi je suis le candidat du président de la République. On l'a déjà désigné d'avance. Là, c'est détruire les ambitions des autres, qu'on laisse aux députés de faire les choix, puisqu'ils sont des grands électeurs. Mais il faut dire que cette maladie de dissension, de division, c'est pas que à l'Union sacrée. Hein. L'opposition aussi est partie en ordre dispersé. Ensemble, et voilà, 10 pour le seul poste de rapporteur adjoint. Oui, bon, l'opposition peut aller en ordre dispersé, puisque dès le départ, l'opposition n'était pas unie. Chacun a postulé de sa façon. Mais le pouvoir en place, grand nombre de gens sont allés aussi avec des moyens de l'État. Hein, ils doivent quand même être plus structurés, puisque l'opposition n'a pas un même langage, un même discours, mais ils ont des ambitions différentes. Très bien. Aaron Bokassa, aujourd'hui, voilà, tout le monde fustige cette situation. Vos dissensions au sein de l'Union sacrée bloquent la machine. On prend trop de temps pour ne fût-ce que organiser des élections au niveau de l'Assemblée nationale. On traîne pour sortir un gouvernement. Et tout ça, c'est parce que, y a, voilà, entre vous-même, au sein de l'Union sacrée, vous mettez des crocs en jambes. Et c'est la nation qui en pâtit. C'est regrettable, monsieur le journaliste, comme je venais de le dire. Seulement qu'il faut souligner que présentement, il n'y a pas de Premier ministre. Pourquoi il n'y a pas de Premier ministre? Parce qu'il n'y a pas 2 ordonnances présidentielles en vigueur. Il y a la nouvelle ordonnance présidentielle qui a nommé Madame Judith Tuluka comme Premier ministre, et l'ancienne ordonnance qui avait nommé Samadou Kondé a déjà été abrogée. C'est-à-dire la Première ministre, il est là, et il est déjà. Mais on voit Samadou Kondé dans le Conseil de ministres, c'est lui qui oui, c'est lui le Premier ministre. Écoutez, non. Le Premier ministre actuel, c'est Madame Judith Tuluka. Samadou Kondé n'est plus Premier ministre. Et il fait quoi dans le Conseil de ministres? Ce que Madame Judith Tuluka est en train d'attendre, c'est justement l'investiture de son gouvernement. Parce que vous êtes sans ignorer que notre constitution est claire. On n'investit pas le Premier ministre, mais on investit le gouvernement. Le Premier ministre est nommé. Et ça a déjà été fait, donc vous comprenez. Donc il est là, Samadou Kondé peut-être en train d'expédier des petites affaires courantes, mais nous savons qu'il n'y a pas 2 salaires pour 2 premiers ministres dans ces pays. Il n'y a qu'un seul salaire pour la première ministre. Donc c'est que Samadou Kondé est en train de faire actuellement. Il est trop haut, donc il est sénateur, il a été élu sénateur, donc s'il est là, peut-être qu'il participe à certaines réunions, c'est justement pour assurer les affaires courantes. Donc ça, il faut éclaircir cela à l'opinion pour ne pas tomber dans l'erreur. Et c'est regrettable ce qui se passe au sein de la classe politique congolaise, parce qu'ici, nous n'avons pas de leçons à recevoir de l'opposition. Même si l'opposition était à la place de la majorité actuelle, on devrait peut-être assister à la même chose, parce qu'en fait, c'est justement question de mentalité. Pourquoi? Parce que le Congolais, nous n'avons pas cette notion, premièrement, de l'urgence. Nous sommes en guerre, le pays est en guerre, nous sommes agressés par le Rwanda. Nous faisons des choses comme si de rien n'était, comme si tout était à la normale. Ça ne peut pas passer de cette façon-là. Nous ne pouvons pas continuer à tergiverser. C'est ça le Congolais. Au lieu d'essayer de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de nos intérêts égoïstes, les voilà en train de chercher à se cafouiller
tel gâteau, tel pour la fourchette, tel autre pour la cuillère. Donc cela est en train de mettre les pays en retard en rapport avec certains de ces objectifs fixés par le président de la République. Ce que nous pouvons demander actuellement au président de la République, lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est de prendre certaines mesures, certaines décisions impopulaires qui feront certainement peut-être mal, mais qui aboutiront à une guérison totale des institutions de la République démocratique du Congo. Quand on parle de décisions impopulaires, ce sont des décisions... Par exemple, quelle décision? Écoutez, par exemple, il y a... En 1960, par exemple, Kasavubu avait mis en place le collège des commissaires. En 1991, Mobutu a mis en place un gouvernement des secrétaires généraux de l'administration publique. En 2003, il y a eu une nomination d'un gouvernement de 1+4 avec Joseph Kabila. En 2018, Joseph Kabila a mis une administration provinciale de commissaires spéciaux. Vous comprenez? Donc, et même en 2020, récemment, c'est Félix Tshisekedi qui avait renversé la majorité parlementaire d'une manière vraiment qui était excentrique. Donc, vous comprenez que ce sont des décisions de fois peut-être peuvent être impopulaires, mais pour la survie de la nation, parce que nous devons avoir ce sens de l'urgence. Quand certains acteurs politiques sont en train de bloquer la machine, comme j'ai entendu le président de la République qui l'a dit, donc il est même capable de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc lui, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, lorsque les voix ne parviennent pas à s'accorder au niveau du Parlement, il doit prendre des mesures et des dispositions. J'ai aimé le recadrage d'hier qu'a fait le président de la République, mais finalement, toutes les grandes provinces, les grandes régions doivent se retrouver au sein du bureau de l'Assemblée nationale et la femme doit également être bien représentée. Et donc, il ne faudrait pas céder aux appétits, il ne faudrait pas céder aux caprices, aux manœuvres de certains acteurs politiques qui, en quête de positionnement, veulent faire bloquer cette grande machine du développement du pays, sachant que nous sommes dans des situations vraiment exceptionnelles avec la guerre. Il y a les cas sociaux de la population qui doivent être résolus, il y a l'économie, il y a l'éducation, il y a beaucoup de défis qui restent encore à relever pendant ce quinquennat du chef de l'État. Très bien. Denis Bédessi, un mot par rapport à ça et on passe au deuxième sujet. Je dis l'ordonnance portant nomination de Mme Judith Souminoa est en souffrance. Ça se ressemble avec l'ordonnance qu'on avait nommé Samalou Kone DG de la GECAMIN. Donc, sur ces problèmes, comme M. Aron venait de souligner les effets des cas de nécessité à plusieurs fois dans chaque gouvernement, maintenant c'est à Félix Tshisekedi de décider. Mais je crois que c'est autour de sa famille politique, il n'y a pas à prendre de grandes décisions. La meilleure voie pourvue par la Constitution, qu'on laisse la liberté aux gens d'aller aux élections, que chacun postule, que les meilleurs gagnent et l'affaire sera résolue. Je crois que c'est ça qu'on devait faire. Très bien. Voilà, on va évoluer avec l'émission. On parle à présent de cette triste, ce malheur qui est arrivé à nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo avec ces bombardements de l'armée rwandaise via ces supplétifs du M23 sur le camp de déplacés de Mugunga qui a fait 35 morts et plusieurs blessés. Alors, ici, on en est à l'après, à la riposte, à la réaction. Que devrait être la réaction de la RDC? Doit-on continuer avec la diplomatie ou il faut finalement en découdre, ouvrir les hostilités clairement contre l'agresseur rwandais? Voilà, votre point de vue. Je commence avec vous, Denis Bédessi. Oui, la RDC vit sa potentialité, ses potentialités. La décision qui a été prise dans un premier temps par nos colonisateurs, c'était que ces pays soient dirigés par quelqu'un qui a les caractéristiques militaires. Si pas les caractéristiques militaires, quelqu'un qui est capable à la répression. Dommage. D'où tirez-vous ces affirmations? Oui, nous avons les documents. On lit toujours. Vu ces déclarations-là,
Et quand je suis Félix Tshisekedi pendant les campagnes électorales 2018 et 2023, vous allez sentir que vous avez un homme quand il parle devant les Congolais. On pouvait aussi les faire confiance et dire non, il va finir avec tous ces problèmes. Mais une fois passé, on sent à lui rien. Et le Congo devient un État purement fainéant. Et le monde entier se moque de nous. Même des petites filles congolaises, soit d'autres pays, se moquent de nous, nous donnent des leçons de la sécurité, nous donnent des leçons de l'intégrité du territoire, nous donnent des leçons de la souveraineté de l'État. Félix nous a promis, quand les rebelles étaient à Boulagana, que vous allez voir les Kenyans. Quand le Kenya va arriver ici, le Kenya va déloger ces gens. Au lieu d'espérer d'abord aux militaires congolais, il a espéré aux Kenyans. Pas de solution. On a appelé l'Angola. L'Angola est arrivé. Non, attendez, vous allez voir l'Angola. Il a fait des commentaires. Très bien, ça c'est le diagnostic. Allons aux solutions. Pas de solution. Mais la seule solution, les rebelles sont sur place au lieu de penser d'abord d'attaquer Kagame. Mais attaquer d'abord les rebelles. Puisque Kagame, c'est un épouvantail. Mais maintenant, les rebelles sont dans les territoires congolais, dans les lieux. J'ai vu même Nanga circuler partout, faire même des discours. Mais actuellement, nous avons des drones, il y a des appareils sophistiqués. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Du temps de Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est pourquoi je suis son fan. Le Congo-Brazza avait jeté le but à Kinshasa. Le même jour, Mouzé lui-même avait attaqué, réciproqué. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce Félix Tshisekedi? Il nous a dit que moindre escamouche. Vous allez voir. On va revenir à vous. On a tué. Vous pouvez vous imaginer les gens là qu'on a tués, les gens qu'on a tués là. Ce sont les réfugiés d'abord. Les réfugiés dans leur propre pays et dans des conditions très difficiles. On va revenir à votre lecture par rapport à cette situation. C'est dommage la situation qui est arrivée à l'est de la République une fois de plus. Vous savez que la diplomatie de son Excellence le président de la République Félix Tshisekedi ne doit pas être considéré aujourd'hui comme une faiblesse, parce que vous êtes sans ignorer que le président de la République était vraiment très déterminé. Il est d'ailleurs très déterminé à déclarer la guerre officiellement au Rwanda. Mais il y a cette histoire de la communauté internationale. La communauté internationale avec les différents émissaires, avec les différentes négociations qui se sont effectuées à ce niveau-là, on parlait, on donnait, prodiguait des conseils au président de la République. Et donc, c'est cette communauté internationale-là qui est en train un peu de freiner la décision qui devrait être déjà mise en application par le président de la République de déclarer la guerre. Qu'en est-il alors de la souveraineté de la RDC? Écoutez, s'il faut se plier aux caprices de la communauté internationale. Oui, la souveraineté de la RDC, monsieur le journaliste, bien sûr, c'est bien beau de les dire. Nous les disons très bien, ça sonne bien dans la bouche lorsqu'on parle de la souveraineté. Mais nous devons d'abord commencer par analyser cette matière-là de souveraineté. Parce que jusqu'à ce jour, vous êtes sans ignorer que l'économie de la RDC est tournée vers l'étranger, vers les Occidentaux. Même le prix de nos propres richesses sont fixés par eux-mêmes. Les prix du cobalt, du cuivre sont fixés par eux. Donc il ne faut pas que nous puissions mettre le président de la République dans une situation ingérable, de telle sorte que, et à l'interne et à l'externe, que les choses explosent. Donc il y a une façon de gérer la République. Donc la souveraineté, bien sûr, mais nous n'avons pas encore une économie indépendante. Nous n'avons pas encore... on ne se suffit pas de par nous-mêmes. C'est-à-dire, il y a certains points, à certaines choses, que nous devons beaucoup plus prêter oreille attentive à cette même communauté internationale. Mais les efforts... Vous avez quand même suivi Denis Bédessi, dit quand on suit le président de la République en période de campagne, on sent que, voilà, on a un leader,
déterminé, très fort et tout, mais juste après, il n'y a rien. Non seulement période de campagne, même maintenant, il l'a dit. Lorsqu'il a parlé de la moindre escarmouche, il venait à peine de terminer son premier mandat et le deuxième... C'était en période de campagne. Mais écoutez, donc il est toujours déterminé, c'est-à-dire le président de la République a voulu donner toutes les chances au dialogue, toutes les chances à la diplomatie. Et à la lueur où vont les choses, en tout cas, le pire risque d'arriver. Ça risque d'arriver parce que, au fur et à mesure que ce petit Rwanda est en train d'agresser le Grand Congo, en fin de compte, le président de la République va prendre cette grande décision. Et c'est une très grande décision qu'il ne faut pas prendre d'une manière précipitée, qu'il ne faut pas prendre pour la prendre. Vous savez, la guerre, nous savons lorsque ça commence, mais nous ne savons pas lorsque ça termine. Et nous ne savons pas non plus ce que ça va nous coûter en termes de budget, en termes de pertes en vies humaines, en termes même de reconstruction après la guerre. Donc tous ces paramètres doivent être au préalable bien étudiés. On ne fait pas la guerre pour faire la guerre seulement et puis ça termine, on laisse les pays en lambeaux. Mais pas du tout. Donc il y a des paramètres et des choses qui doivent être bien étudiées au préalable. Dire aujourd'hui que bon, c'est bien sûr, là il y a certaines actions qui peuvent être posées par nos FRDC en réponse proportionnelle aux attaques. C'est-à-dire la réplique doit être à la hauteur de toute provocation qui se passe. Mais d'ailleurs, en dehors de ça, moi j'ai aimé cette bonne réplique des FARDC. Déjà hier, les FARDC ont pu récupérer 2 localités qui étaient dans le MDM 23. Moi je pense que c'est déjà une très bonne réplique stratégique pour nos FRDC qui ont récupéré les territoires, la localité de, je crois, Vutibizi et Kibirizi, dont les 2 localités ont été récupérées. Bravo à nos FRDC parce qu'ils sont en train de travailler sérieusement. Dire ce que mon co-débatteur venait de dire que non, le président de la République avait promis que l'armée angolaise devrait venir terminer la guerre. Le président de la République n'a jamais promis ça. Le président de la République n'a jamais promis au peuple congolais que l'EAC viendra terminer la guerre. C'est au niveau régional et au niveau de l'Union africaine que certaines dispositions ont été prises pour venir au secours d'un pays membre de ces organisations. Vous comprenez? Le président de la République est en train de donner toute son attention au FRDC et à tous nos services de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut quand même pas aussi saluer ces efforts du gouvernement, notamment sur le plan diplomatique, où aujourd'hui c'est toute la communauté internationale qui est unanime pour dire que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Il y a ces prouesses au niveau de forces armées de la République démocratique du Congo qui récupèrent depuis ce bombardement quelques localités de ce côté de l'Est. Est-ce que à un moment, il ne faut pas quand même reconnaître les efforts fournis par le gouvernement? Est-ce que le problème, c'est de dire seulement, de parler que voilà, le Rwanda est en train d'attaquer, tout ça. Le problème, c'est les résultats. C'est comme l'IFO qu'Odyssée avait chanté, que quelqu'un qui est malade, vous l'amenez, la photo du fait, mais il a besoin de la chaleur, soit de la guérison. On n'a pas besoin de tous ces discours. Et d'ailleurs, celui qui gagne la guerre... Mais c'est les débuts, il faut que ça commence quelque part. Non, celui qui gagne la guerre ne parle pas beaucoup, ne fait pas trop de discours. Mais on voit seulement la détermination. Mais je ne vois rien de détermination. On parle du troisième sujet, révision constitutionnelle. L'idée est venue, a été ramenée sur la table parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. L'idée a été ramenée sur la table par le chef de l'État lors de son séjour en Europe, notamment en Belgique, où il a annoncé la mise en place prochainement d'une commission qui va réfléchir sur la nécessité de réviser la Constitution. Question en direct à Ron Boukassa. Est-ce que le chef de l'État veut s'éterniser au pouvoir? Monsieur le journaliste, parler de s'éterniser au pouvoir, pas du tout. Vous savez que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, c'est vraiment un démocrate. Vous savez que parler de cette révision de la Constitution ne date pas d'aujourd'hui. Cette question avait été évoquée plusieurs fois, même à l'époque de Joseph Kabila. Et même la Constitution même de 2006 avait été modifiée, et même révisée. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau dans notre pays. Nous savons que la loi suprême, donc le salut du peuple, c'est ce que nous devons considérer comme étant la loi suprême. La Constitution et les textes de la République
République sont faits par des hommes et pour répondre aux besoins des hommes et des citoyens de la République. La Constitution de 2006 est issue des officines rwandaises. Vous êtes sans ignorer que c'était à Sun City où il y avait une très grande majorité des Rwandais qui étaient là et qui ont introduit leur propre loi dans cette même constitution que nous appelons aujourd'hui la constitution de février 2006. Et à Sun City, ils étaient là. Il y avait plusieurs d'ailleurs les leaders, les belligérants étaient là. Vous n'allez quand même pas dire qu'à Sun City, il y avait des Rwandais. Ce sont les leaders politiques aujourd'hui qui sont au pouvoir même pour certains qui étaient à Sun City. Les traîtres de la République, les belligérants, ceux qui ont tué les hommes, qui ont violé les femmes, tous ceux qui ont massacré le peuple congolais, c'est eux qui ont fait cette constitution en 2006 à Sun City. Donc, cette constitution a été taillée sur mesure des Rwandais. Raison pour laquelle nous avons certains articles dans cette constitution qui ne nous permettent pas d'avancer. On nous parle ici de Bunagana. Vous savez pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe à Bunagana. On nous parle de Minembwe. Vous savez jusqu'à aujourd'hui pourquoi on ne sait pas ce qui se passe à Minembwe. Quel est le rapport entre la Constitution et cette situation à Bunagana? C'est quoi le rapport? Je vais vous le dire, monsieur le journaliste. Donc, cette constitution que nous avons actuellement là, c'est une constitution qui est piégée. Oui, le rapport, on veut comprendre. C'est quoi le rapport? Le rapport avec cette question d'agression, c'est l'article 217 de la Constitution. Je vais revenir et je vais vous faire lire. Expliquez-nous, allez-y, on a le temps pour ça. Cet article 217 dit clairement que l'État congolais peut céder une partie de son territoire national à un groupe de gens ou soit à une autre partie des individus pour privilégier l'unité africaine. Voilà pourquoi aujourd'hui on n'a plus le contrôle de Bunagana. Voilà pourquoi aujourd'hui on n'a plus le contrôle de Minembwe. Voilà pourquoi aujourd'hui même l'EAC voulait instaurer des zones tampons en République démocratique du Congo. C'est-à-dire des territoires qui échappent à l'État congolais, qui ne sont plus sous la gestion de l'État congolais. Il y a des articles tels que l'article 51 qui nous parle de création de nouvelles provinces pour privilégier, pour venir au secours des États de communautés minoritaires. Quelles sont ces communautés la minoritaire qu'on considère la République démocratique du Congo? Pendant que toutes les communautés sont connues. Les provinces sont connues au nombre de 26. Mais les d'autres provinces qui doivent être créées viennent d'où? Il y a tant d'articles, même l'article 4 de la Constitution. Lisez ces articles. Ce sont les accords qu'on appelait les accords de l'Éméra qui se retrouvent dans notre propre Constitution. Lorsque nous parlons de la révision de la Constitution, ne voyons pas seulement le fait que le président de la République veut s'éterniser au pouvoir. Il ne veut pas s'éterniser au pouvoir. Félix Tshisekedi, c'est un démocrate. À la fin de son deuxième mandat, il va laisser le pouvoir à son prédécesseur. Et ce sera une autre passation pacifique du pouvoir. Mais lorsque nous parlons de la révision de notre Constitution, c'est face aux problèmes que nous connaissons dans notre pays. Aujourd'hui, avec le Rwanda, avec tout ce qui se passe, les gens se plaignent ici, non, tel était à Bunagana, qu'est-ce qui se passe, on parle des complots. Les grands complots contre la République, c'est dans la Constitution de la République de 2006. Les articles 217, les articles 217, 51, l'article 4. Vous les avez énumérés. D'où vient le grand piège? Très bien. Denis Belessi, votre réaction. On vient de énumérer tout un tas d'articles qui nécessitent vraiment qu'on revise cette constitution de la RDC. Oui, nous vivons dans un pays de qui perd gagne. C'est comme ça le système du Congo. Vous avez vu même pendant les élections, celui qui n'a pas gagné passe jusqu'aujourd'hui. On est en train de nommer d'autres sénateurs. Révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle, toutes les constitutions peuvent être révisées, soit changées sur le plan des droits. Ça existe. La RDC a commencé avec la loi fondamentale et plus de 1000 articles. Mais on avait révisé ça, on a eu la constitution de 64, ainsi de suite, beaucoup de alors, où est le problème? On a vu Martin Fayoulou initier tout ça, la constitution. Pourquoi alors? Oui, je suis des SID, mais sur certains points, on va aussi discuter avec les leaders, parce que je ne peux pas être penché toujours du côté mon parti politique si je vois un autre problème. En 2019,
en 2019, la première personne qui avait demandé la révision des constitutions, c'était le président Fayoulou, en demandant la réforme des institutions. Quand on parle de réforme institutionnelle, on voit la révision de la constitution. Après Martin Fayoulou, comme on n'avait pas accepté le président Martin Fayoulou, il y a un groupe des élites congolaises qui étaient venus, les professeurs Bob Kabamba et certains Congolais résidents vivant au pays étaient partis voir le président pour qu'on puisse réviser la constitution. Alors, selon vous, était au centre Nganda. L'actuelle constitution nécessite une révision. Mais oui, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? L'article 219 de la Constitution stipule que pendant état de guerre, pendant état de siège, pendant intérim du chef de l'État, quand l'Assemblée et le Parlement n'est pas encore en fonction, on ne peut pas réviser la Constitution. Mais l'intention, puisque quand on cherche à réviser, on doit voir aussi les motifs et l'intention qui est derrière. L'intention qui est derrière Félix Tshisekedi, c'est de rester président à vie, comme il a vu le président chinois, qui donne même des moyens à ses enfants de réussir leur vie, là où il n'y a pas de tribalisme. On a élu un président à vie, il veut être comme lui. Ça, c'est son souci. Dans une interview que moi-même, je l'avais suivi, il a dit qu'il veut être comme le président chinois. C'est là où il y a des problèmes. Mais réviser la Constitution. Et le problème aussi, de notre côté, c'est quoi? Puisque les gens ne veulent plus que Félix continue. Si on met des garde-fous, on dit que... Mais il a été élu à plus de 70%. Oui, si on met des garde-fous, on dit qu'on va réviser la Constitution sans pourtant que Félix est possible. Vous verrez que les gens vont accepter. Puisque la paire, c'est juste à ce niveau-là. Sinon, il va rester, il va s'imposer encore. Comme mais ils ont quand fait on révise une constitution, c'est de droit. Il n'y aura personne qui pourrait l'interdire. Si, non, c'est pourquoi on changerait de république. C'est pourquoi on refuse. Puisque cette même intention, Kabila avait cette intention. Félix avait refusé aussi. Était parmi les gens qui avaient refusé. On avait fait les tours partout. Vous savez, aujourd'hui, même les problèmes des cartes électorales, quand on parle. Mais on était créé du temps de Kabila. On avait refusé. On a dit non, nous sommes pendant la guerre. On ne peut pas attribuer les cartes électorales à tous ces gens. Et ça venait souvent de Félix. Carte d'identité, je crois. Mais oui, mais carte d'identité. Mais aujourd'hui, Félix veut donner aux gens dans les mêmes conditions. Le pays est en guerre. Mais il veut donner aux gens des cartes électorales. Donc il doit quand même retourner dans le passé. Dans le passé. Moi personnellement, ce que je demanderais de notre camp, si on dit on veut réviser la Constitution, soit refaire la Constitution, nous irons. On accepte d'aller avec ces gens-là, on travaille ensemble. Puisque si on ne travaille pas avec ces gens-là, ils finiront toujours avec leur forcing de faire une autre constitution et ça va, on va rester dans les rues et chercher toujours des voies et moyens. Mais la meilleure des choses, c'est de travailler ensemble et que Félix évite d'abord les parties prenantes. Aaron Boukassa, aujourd'hui, est-ce qu'il y a opportunité d'en parler aujourd'hui, justement avec tout ce qu'il y a autour, la guerre, ceci, cela, toutes ces suspicions? Est-ce que c'est opportun d'en parler aujourd'hui? D'ailleurs, j'aimerais corriger quelque chose, monsieur le journaliste. Ce n'est pas de l'idée du président de la République qui est venue cette histoire de réviser la Constitution de la République. Non, mais en Belgique, nous l'avons tous suivi, il est fervent partisan de la révision. Exactement. Il répondait à une question. Il répondait à une question qui lui avait été posée. Donc, l'idée n'était pas venue de lui. En fait, l'idée, c'est l'idée de l'ensemble du peuple congolais qui ont compris que nous avons une constitution triquée, biaisée, une constitution made in Kingatati. Donc, c'est cette constitution que nous avons maintenant. Je vous ai aussi entendu dire que non, lorsqu'on va réviser, personne ne va l'empêcher à briguer la constitution. Non, non. On révise une constitution parce que on révise la constitution. Terme révision, c'est-à-dire il y avait une constitution qui existait avant. On veut la revoir. Mais cette constitution qui existait avant a déjà mis des cadenas, a déjà verrouillé certaines dispositions.
qu'on ne peut pas réviser. Par exemple l'article 220. Non, les constitutionnalistes, on le dit, on peut aller au référendum, on va même toucher à ces articles. On ne peut pas toucher. La Constitution, l'article 220 de la Constitution a déjà verrouillé certaines dispositions constitutionnelles, entre autres. Je vous lis ceci. L'article 220 stipule que la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme de représentativité du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République. C'est ce que disait mon co-débatteur tout à l'heure. Le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. L'article 220 a déjà verrouillé. N'ayez pas peur. Lorsqu'on veut réviser cette constitution, c'est pour enlever certains accords de nos ennemis de cette constitution. C'est pour nous débarrasser de certaines souillures qui sont en train d'infecter la vie nationale de notre pays. Il ne s'agit pas de faire éterniser Félix Tshisekedi au pouvoir. Il ne s'agit pas de faire de Félix Tshisekedi dictateur, parce qu'il y a l'article 220 qui existe. Donc vous comprenez, il y a certaines dispositions qui sont déjà verrouillées, ça on ne peut pas toucher à ça. Donc vous comprenez. Donc ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est par exemple ce que je vous disais tout à l'heure, l'article 217 qui dit ceci: la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Monsieur le journaliste, consultez toutes les constitutions des pays du monde. Vous n'allez voir aucune disposition constitutionnelle qui demande à un État souverain d'abandonner une partie de sa souveraineté. Regardez aujourd'hui, pourquoi on ne parle plus de Minembwe? Pourquoi on ne parle plus de Bunagana? C'est à cause des traités avec l'Union africaine, avec des Occidentaux. Non, pour privilégier l'unité, regardez, oh non, les Rwandais qui sont là peuvent habiter à Minembwe, nous pouvons les laisser tranquilles. Et aujourd'hui, Minembwe échappe au contrôle du gouvernement congolais, de l'État congolais. Bunagana échappe au contrôle de l'État congolais à cause de certains traités d'association tels que stipulés par cet accord de l'Emera qui se trouve, l'accord de l'Emera, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'accord des Rwandais, donc qui avait amené même le Rwandais en RDC. Donc, cette disposition de cet accord qui se retrouve dans notre constitution, il y a aussi deux autres articles qui m'énervent moi personnellement. Les articles, par exemple, lisez l'article 51 de la Constitution. Cet article dit, j'y vais rapidement, l'article 51, l'État a le devoir d'assurer, écoutez, l'État a le devoir d'assurer de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Ça c'est bon. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et toutes les minorités. Mais les minorités là, ce sont de qui? De tous. Très bien. Voilà. Denis Bélissi, votre réaction. Donc ce sont les accords. On n'a plus de temps. Les accords de Rwanda qui se trouvent dans nos constitutions. Nous devons nous débarrasser de ces accords. Lorsqu'on élabore la constitution, on tient aussi compte d'autres traités. Vous savez que ce pays a été créé par des conventions. Ici où nous vivons, c'était une partie des Anglais. Pour accéder à l'océan, c'était une partie de la... Rapidement, on n'a plus de temps, rapidement. Donc, sur ce point-là, bon, s'il faut retoucher, on peut retoucher. Mais moi, ce que je demanderais, au moins la révision, puisque l'intention dans cette histoire, ce n'est pas de réviser la Constitution, c'est de refaire une autre Constitution. Puisque le prof Nahuel avait présenté la Constitution qu'il a déjà faite. Dans cette constitution-là, pour les professeurs Nahuel, il faut que ce soit une confédération. Mais moi, j'ai dit, et j'ai écrit d'ailleurs au prof Nahuel, j'ai dit, bon, confédération, bien sûr, mais puis c'est pour les profs Nahuel, les mandats du chef de l'État sera de 9 ans. Une seule fois, non renouvelable. Pour prof Bob Kabamba, les mandats du chef de l'État, 7 ans, non renouvelable. Et ensuite, le mandat est d'une année seulement. Non renouvelable. Très bien, très bien. On va faire le tout dernier tour de table, parce que vous avez la parole, votre conclusion, et puis vous allez aussi conclure, on termine l'émission. Rapidement. Oui, en conclusion, je dirais pour la Constitution, ce que j'aime davantage dans cette Constitution, c'est le préambule. C'est plein d'amour
plein d'élégance et plein d'unité pour le peuple congolais. J'aime cette constitution, mais il faut que ça soit révisé et non refaire une autre constitution. Et en plus de cela, pour l'insécurité à l'Est, il faut disposer des moyens logistiques et les moyens financiers pour les gens qui sont en train de militer là-bas, finir avec ces problèmes définitivement. Merci. Si c'est possible, d'envoyer d'autres personnes qui pouvaient causer aussi. Par exemple, les cardinals peuvent aller voir aussi Kagame. On cause pour savoir ces problèmes, ça peut nous aider. Puis c'est à une période, on pensait que les cardinaux étaient l'ennemi du président, mais avant qu'il votre conclusion. Je conseille aux acteurs et leaders politiques de notre pays d'essayer de privilégier l'intérêt supérieur de la nation afin que nous puissions quitter sur place, que la nation est en train d'observer pour l'instant et que la situation soit vraiment décantée au niveau des institutions de la République. Et en ce qui concerne l'agression dont nous sommes victimes actuellement par le Rwanda, il n'y a jamais eu un président de la République qui a mis autant de moyens, autant d'efforts pour mettre une seule fois pour toutes fin à cette guerre d'agression qui est en train de connaître la République démocratique du Congo. Il n'a pas voulu céder aux accords des ennemis, il n'a pas voulu faire baisser son visage face aux manœuvres et aux caprices des belligérants. Il a voulu tout simplement prendre les choses, prendre le taureau par les cornes afin d'en finir une seule fois pour toutes. Et en ce qui concerne la constitution de la République, lorsque nous cherchons nous voulons à ce que lorsque toutes les institutions seront bien en place, et que nous serons dans on est pratiquement à la fin, on doit finir. C'est pour nous débarrasser de tous les parasites qui se trouvent dans la fonction de la République et privilégier l'intérêt de la nation. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que je recevais sur ce plateau Aaron Boukassa. Il est au cadre de l'Union sacrée, la plateforme au pouvoir en République démocratique du Congo. Merci d'être passé dans Politique à la carte. C'est moi qui vous remercie l'ensemble du peuple. Et en face de vous, Denis Belessi, au cadre de ECD de Martin Fayulu Madidi. Merci. Merci. Mes salutations au président élu, Martin Fayulu Madidi. Voilà, on n'en finira jamais apparemment avec cette histoire. Voilà, merci à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine pour d'autres analyses et d'autres décryptages de l'actualité. Au revoir. En tout cas.